Et donc ça rejoignait donc là c'est une série de projets qui sont en projet, donc pas encore en construction. Et ça rejoignait donc un projet qu'on avait commencé à étudier, mais qui tout d'un coup prenait plus de validité en termes de capacité et de système de construction. C'était un peu l'idée de l'immeuble villa, c'est-à-dire de revisiter la notion de villa dans un contexte urbain dense, là encore relié avec une réflexion sur ce que c'est qu'aujourd'hui habiter en ville et ce qu'on nous propose en général comme type d'habitation, notamment dans les grandes villes où finalement le standard ne cesse de diminuer, les surfaces se réduisent tout le temps. Aujourd'hui, les normes d'économie d'énergie, de développement durable qui renchérissent un peu les coûts de construction, eh bien, elles ont pour conséquence directe d'amener immédiatement les maîtres d'ouvrage à réduire les surfaces. L'addition des accessibilités handicapées, donc qui fait qu'il faut ajouter un certain nombre de conforts dans les immeubles, et parallèlement, le standard de surface des logements n'évolue pas. Et il nous semble que c'est assez impératif, que c'est même prioritaire de pouvoir proposer aux habitants des conditions d'habitation qui soient bien plus généreuses que la cellule d'habitation dont on a hérité depuis des dizaines d'années, et qui d'ailleurs permettrait de poser plus clairement sur la table la question de la maison individuelle et notamment du lotissement et de l'extension démesurée des villes qu'on connaît aujourd'hui par ces lotissements. Donc en même temps, eh bien, il est souvent mis sur la sellette le fait que c'est un modèle qui ne devrait plus exister, parce qu'aujourd'hui, si on parle de développement durable en termes de transport, en termes de consommation des territoires, en termes de réseau, le lotissement est quelque chose qui est totalement contradictoire avec ces éléments-là. Et en même temps, ça reste une forme d'habiter qui attire vraiment le désir des habitants. Donc si on veut vraiment mettre en regard ces questions-là, on se dit qu'il faut comprendre ce désir, il faut comprendre pourquoi les habitants ont tellement envie d'une maison par rapport à un appartement. Eh bien, c'est peut-être pour des choses aussi simples de se dire qu'on n'est pas congestionné, c'est-à-dire que même si la maison du lotissement, elle est finalement pas mieux que la cellule dans un logement collectif, néanmoins, on a des stades pour y arriver, c'est-à-dire qu'on passe de la rue à un jardin, du jardin au garage, du garage au séjour, et on a comme ça un certain nombre de pied-à-terre, de développement au droit du logement qui tout d'un coup crée une qualité supplémentaire et qu'on pourrait tout à fait essayer de reconstruire dans les projets de logement. Donc ça, c'était un projet qu'on avait étudié où c'était vraiment un concept de maison Latapie. Donc la maison Latapie, c'est une maison qu'on a faite en 1993, donc qui, pour un budget assez faible, donc à l'époque c'était 65 000 €, donnait 180 mètres carrés d'espace d'usage. Donc on s'est dit qu'on pouvait travailler en optimisant les structures de construction, en créant des plateformes, qu'on pouvait travailler à ce modèle, s'inspirant d'ailleurs aussi d'un certain nombre de projets alors bien sûr l'immeuble villa, le Corbusier, ou des projets comme cette opération de Frei Otto à Berlin, où on lui demandait de construire un immeuble, des logements collectifs de bon marché, et où finalement il a livré des planchers avec des escaliers, des grandes hauteurs sous plancher, et qui ont été vendus un peu comme des terrains, et les gens ont acheté ces terrains et ils ont construit dessus des habitations. Et aujourd'hui, quand on voit l'immeuble, il est méconnaissable. C'est un immeuble où il y a plein de maisons en fait, qui sont agglutinées, et qui en même temps un charme incroyable, et on y voit une qualité de vie totalement avérée. Donc c'est des choses qu'on a vraiment envie de mettre en route, et en fait qui peuvent aussi bien se gérer sur
des densités moyennes, mais pourquoi pas des densités plus importantes qui sont des tissus urbains très, très denses, en mettant là encore en question le rapport du coût du foncier et des surfaces limitées qui sont données sur un foncier, parce que si on ne met pas en jeu aussi ces questions-là, eh bien, c'est ce qui fait aussi le coût des logements dans les villes, et que si on ne déplafonne pas les surfaces de construction, eh bien, on n'arrivera pas à dépasser ce système-là et à proposer et à inventer des nouvelles formes de logements, d'habitation qui soient accessibles. Donc là, on est sur un bâtiment, c'est un projet, une prospective, donc pour le moment, il n'y a rien de construit, mais on est sur un... Donc là, c'était cette fameuse maison La Tapie, donc on a pu voir, hein, maintenant elle a 16 ans, que c'est un plaisir renouvelé, c'est une forme de luxe aussi finalement par les qualités d'habiter que cette maison propose. Donc cet immeuble, là encore, basé sur une trame de construction, des planchers béton, une trame sur 10 mètres, il pourrait proposer par étage 6 habitations, donc 4 dans les angles, et 2 au milieu, donc chacune étant un duplex, et chacune ayant donc sur les 200 mètres carrés possibles, la moitié donc qui serait 100 mètres carrés à peu près, qui correspondrait à de l'espace chauffé classique, et 100 mètres carrés qui serait attenant, et donc comme on voit ici, donc le bleu foncé c'est l'espace classique et le bleu clair c'est l'espace de jardin d'hiver ou de terrasse supplémentaire qu'on pourrait donner. Donc au centre, on a des configurations en baïonnette parce qu'on a un étage sur 2 la nécessité de desservir les habitations. Donc on peut rentrer par l'espace des chambres qui est ici, et puis on monte, on tombe dans l'espace du séjour cuisine et qui se met directement en communication avec cet espace de jardin d'hiver ici. Et quand on est dans les angles, eh bien, on est dans une disposition plus classique. Donc là, on a un volume, une sorte de cube, où on peut diviser une partie et garder l'autre partie totalement entière. Donc ça, c'est un projet qui est en étude, et pour le moment, on n'a pas trouvé de maître d'ouvrage souhaitant prendre la balle au bond et prendre le risque. Et donc ça encore, évidemment, c'est des habitations qu'on peut construire dans un prix qui est tout à fait comparable avec un immeuble de logement social fait par les bailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, si c'est un T3, on est de l'ordre de 85 000 € jusqu'à 100 000 si on est sur un T5 pour la construction d'un logement. Donc on voit ici des images de synthèse. Alors un autre projet qui, là encore, on est c'est une d'autres typologies où là on est plus dans le concret puisque c'est une opération qu'on va démarrer en chantier. Donc là on est à Saint-Nazaire, donc dans un tissu urbain où on a à la fois ici un lotissement donc très peu dense, mais en même temps de ce côté-là une opération assez ancienne de logements sociaux, donc il y a plutôt une bonne densité. Et le propriétaire, donc l'office HLM qui possède ces logements, voulait construire ici un ensemble de 50 logements sociaux supplémentaires. Donc il nous a demandé de réfléchir sur plusieurs sites à Saint-Nazaire sur des nouvelles typologies qui pourraient donc se développer dans l'habitat social, donc, et qui répondent évidemment aux critères d'économie, évidemment aux critères aujourd'hui de label économie d'énergie, etc., mais qui en même temps introduisent des intentions, des nouvelles formes d'habiter. Donc c'est un maître d'ouvrage avec qui on a vraiment pu travailler sur ces questions-là et notamment évoquer cette idée que cette question du développement durable, de l'économie d'énergie, qui aujourd'hui est totalement incontournable et en même temps qui n'est pas nouvelle. Je pense que de tout temps, s'attacher à travailler avec un contexte, s'attacher à
à économiser l'énergie, à travailler avec des éléments passifs, plus ou moins, bien, ça a été quand même pratiqué. Mais aujourd'hui, en même temps, on est dans cette spirale du développement durable qui se qualifie par des chiffres. C'est-à-dire, globalement, vous allez à des séminaires, on ne vous demande pas comment sont vos habitations, on vous dit est-ce que c'est moins de 50 kWh par mètre carré par an ou est-ce que c'est plus, quoi. Et ça, vraiment, ça ne fait pas une architecture. Ça ne peut pas faire l'architecture, ça, c'est pas possible. Donc, évidemment que cette notion d'économie des ressources, elle est incontournable. Mais si parallèlement, elle ne s'accompagne pas d'une question de qualité, d'une question d'usage, de toujours améliorer ce qu'on a fait avant, eh bien, ça ne pourra pas être durable. Parce qu'on a bien vu que dans les années 80, on a amélioré la thermique des immeubles par des systèmes d'isolants, et puis on a plutôt dégradé la qualité des logements parce qu'on a tout refermé, on a mis des petites fenêtres en plastique, et aujourd'hui, 20 ans après, il faut le refaire. Donc ça veut bien dire que si en même temps et parallèlement, on ne travaille pas sur la qualité d'espace, sur l'amélioration de tout ça, et de trouver des formes d'architecture qui soient en elles-mêmes bioclimatiques, qui soient fondées sur des principes naturels et aussi sur la responsabilisation de l'habitant, c'est-à-dire que lui-même doit être l'acteur et contrôler un certain nombre de choses, eh bien c'est se jeter comme ça des chiffres passive house, ceci, cela, ça c'est quelque chose qui malheureusement ne sera pas très intéressant. Donc dans ces opérations à Saint-Nazaire, on a vraiment pu aborder ces questions-là avec le maître d'ouvrage et essayer de travailler dans un autre sens. Donc c'est un endroit qui est déjà très constitué en termes d'espace public, et donc le terrain qu'on nous donnait est derrière. Donc la question, elle était à la fois d'arriver à créer une densité assez bonne pour pouvoir gérer nos 53 logements sur la moitié de ce terrain-là, et à la fois d'introduire une sorte d'échelle intermédiaire entre tous ces systèmes, c'est-à-dire le lotissement de très faible densité, ce parc de sport, là, qui est une sorte de grand parc, et ces logements ici assez denses. Alors on était là, c'est quelques images de la cité manifeste à Mulhouse, donc, qui était un de nos repères, hein, puisque c'est la seule opération en logement social qu'on a pu réaliser, où là on était sur une parcelle très contenue. Donc la question de la densité était de fait donnée par les caractéristiques du terrain. Mais néanmoins, sur ce projet-là, où on a pu aussi développer des surfaces d'habitation très largement supérieures au minimum, on a pu voir que cet intérêt de la question du double espace, de l'espace intermédiaire, de la double hauteur, pas de la double hauteur, du logement à 2 niveaux, et de voir qu'après 3 ans de fonctionnement, eh bien, les logements sont vraiment extrêmement bien appropriés et que les gens profitent vraiment extrêmement bien de ces variétés, de ces variations d'ambiance qui leur sont données, comme par exemple ici ce jardin d'hiver qui est additionné à l'espace d'habitation. Donc là, c'était des supports de discussion et assez intéressants, donc pas dans cette configuration-là, mais pour essayer de retrouver ces dispositifs. Donc le projet, en fait, il y a un certain nombre de dispositions générales qui permettent d'attraper les orientations, de garder les vues pour les logements qui sont là, vers le parc. Et donc ça nous a amené à introduire un système de rues avec des blocs assez uniformes, donc de chacun 6 logements, en rez-de-chaussée plus 2 étages, et qui se déployaient donc sur le long de 3 rues, avec un système de stationnement qui est concentré donc sur la première partie, donc sous les 2 premiers blocs, de manière à rendre totalement piéton, c'est-à-dire plutôt de ne pas avoir les voitures qui viennent se garer à chaque bloc. Et après, donc, un système de voies piétonnes et de jardins donc pour les rez-de-chaussée.
Et chaque bloc de logement, en fait, comprend 6 logements. Entre les blocs, il y a un escalier donc qui dessert 2 logements de chaque côté par niveau. Donc, c'est une situation un peu de semi-collectif qui est proposée à cet endroit-là. Donc, avec pour ces logements-là, donc, qui eux ont le stationnement, donc le jardin est remplacé par des terrasses au-dessus du stationnement. Alors, sont des typologies. L'étude qui nous était demandée, c'était quand même de travailler aussi à des formes de construction qui pouvaient être reproductibles, donc de travailler à la fois la performance de construction qui permettait de gérer des grands espaces, l'économie de construction et aussi la rapidité de chantier. Donc là, en coupe, on est dans des dispositifs, donc selon si on est sur le stationnement ou si on est sur les parties courantes, donc où on voit les coupes du bâtiment. Donc tous les appartements sont traversants, tous les logements sont traversants. Sur la partie sud-est, on a donc une addition de jardin d'hiver de 2 mètres à 2,50 m de profondeur, plus un balcon. Et sur l'autre partie, donc, on a seulement un balcon sur l'extérieur. Et donc, on voit ici les groupes de logements. Donc, ça, c'est un demi-bloc. Donc, on peut voir ici les constructions. Le plan plus détaillé, donc, ça, c'est un logement, un bloc où on a un groupe où on a 2 logements de 3 pièces, donc avec les chambres d'un côté, une salle de bain qui est assez grande et qui a donc une façade aussi donnant sur le balcon, et un grand séjour cuisine donc, qui fait de l'ordre de 45 mètres carrés, le jardin d'hiver et le balcon, donc avec soit la possibilité de rentrer par le jardin d'hiver selon l'escalier ou de rentrer pour décaler les possibilités d'entrée. Donc on est dans un système de construction là encore, qui est un système poteau, poutre, plancher, donc c'est-à-dire pas de mur porteur. C'est un système de construction mixte, c'est-à-dire qu'on est sur des poteaux et structures métal et des planchers qui sont par dalles alvéolaires, donc sur des longueurs de 9,50 m, donc avec l'idée d'avoir des structures le moins présentes possible de manière à pouvoir gérer donc soit des situations donc de 2-3 pièces ou des situations de 2 pièces et de 4 pièces. Donc ici, on a le logement 4 pièces avec les 3 chambres et le séjour cuisine. Et donc quelques images intérieures. Donc là, on est dans la partie piétonne, donc avec les jardins des rez-de-chaussée et les terrasses au-dessus. Et là, donc les logements du bout qui sont un petit peu différent, puisque là, on a les façades qui se retournent, donc avec des capacités de balcon. Donc cette opération, en fait, là, on est prêt à démarrer. Là, on a terminé l'appel d'offres et les marchés vont être passés. Donc, on a pu réaliser, donc on peut réaliser ce projet donc avec ces excédents ces surfaces supplémentaires, donc pour le budget qui nous était donné, qui donc tourne sur une moyenne de 90 000 € hors taxe, donc par logement construit, inclus le parking et les voiries. Un troisième projet qui est, disons, un stade un peu intermédiaire entre l'immeuble villa et le semi-collectif. Donc là, c'est une sorte de collectif un petit peu plus dense qui pourrait être sur des blocs entre R+4, R+5, voire R+8, et qui en fait est basé sur une trame rectangulaire. Donc là, c'est vraiment le Lakeshore Drive qui est revisité. Donc cet immeuble fait par Miss à Chicago. Donc, si on étudie la conception de cet immeuble, on est vraiment dans ce système très performant de construction. Et après, comment est-ce qu'on réutilise, on utilise l'espace pour développer des logements à l'intérieur. Donc ici, évidemment, aujourd'hui, il faut adapter toutes les notions d'ascenseur, escalier, les largeurs mais on peut rester comme ça sur des plans où chaque logement peut disposer
très grande surface vitrée. Si on est dans les logements d'angle, on a une double orientation. Et en plus, eh bien, on lui a ajouté une couronne de terrasse que l'on peut fermer, donc à moitié ou totalement, et qui vient donner encore ces qualités supplémentaires donc, entre le logement et la villa. Donc ça, c'est un projet aussi à l'étude. Donc là, on est dans un système de construction totalement métal et on pourrait être soit dans des planchers mixtes, soit dans du plancher à sec. Donc là, on peut être aussi très performant sur le système de construction. Alors, c'est cette combinaison de ces typologies, de ces recherches qu'on peut faire pour dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui résister à ce resserrement, cette contrainte des choses maximum et arriver à dire à un maître d'ouvrage, ce n'est pas une fatalité de toujours réduire, de toujours diminuer et qu'on peut même en ville arriver à vivre bien. Ça sera une des conditions aussi de pouvoir faire accepter des densifications dans les quartiers ou dans les villes. Et finalement, on a eu l'opportunité aussi de travailler sur qu'est-ce que pouvait être aujourd'hui le développement d'un quartier très urbain en prenant en compte les questions de mixité, de hauteur, de densité. Et finalement, ce compromis entre cette question des structures capables, des logements qu'on peut retrouver donc avec l'école de Nantes ou les études de logement, nous a amené à réfléchir à des systèmes de superposition qui pourraient intégrer comme ça différentes couches urbaines où on pourrait... alors ce projet-là, en fait, il a été étudié sur un site à Dublin, mais globalement, c'est une recherche en fait, qui est suffisamment générique pour donner matière à réfléchir dans d'autres situations. Donc là, on est sur une possibilité où on se dit qu'il y a possibilité de trouver des sous-sols qui soient du stockage, soit de la voiture, soit des connexions avec des rez-de-chaussée pour un certain nombre d'activités. Ensuite, on a une couche de rez-de-chaussée donc qui pourrait être tout à fait comparée, par exemple, à une partie de la structure de l'immeuble de Nantes, c'est-à-dire de faire des structures béton qui pourraient avoir des trames assez larges et des grandes hauteurs sous plafond et qu'on pourrait comme ça destiner à de l'espace public, à du commerce, à des espaces de sport, enfin à tout ce que finalement on peut souhaiter dans une proximité urbaine pour justement arriver à développer une notion de quartier assez réussie, de la culture, du musée, etc. Et après, cette partie de rez-de-chaussée crée finalement un nouveau sol qui n'est plus... Alors on n'est pas dans la dalle des années 60, mais c'est un nouveau sol à partir duquel on peut démarrer la notion de logement. Parce que les logements en ville, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, c'est jamais des situations très intéressantes, alors que dès qu'on s'élève un peu, on évite un certain nombre de désagréments, le bruit, le moins de vue, etc. Et donc ici, on pouvait travailler sur une espèce de couche de serre, donc qui faisait des espaces sous verrière intermédiaires entre les activités publiques et les activités privées. Et après, au-dessus, donc imaginez des immeubles de logement de toute nature, donc qui viendraient se superposer sur ces structures-là avec, pourquoi pas, des interfaces, qui pourraient aussi être soit des ateliers avec habitation ou des bureaux, etc. Donc là, c'était un système de couches comme ça, donc qui permettait par des structures potentielles et très peu contraintes, de pouvoir créer cette diversité, cette mixité des couches. Donc là, on est dans la couche supérieure et après, donc, on peut monter les logements. Donc ça, on pouvait imaginer comme ça des îlots urbains, sachant que ce qui s'y différencie de l'urbanisme de Dalle, c'est qu'en fait,
la rue est l'unique espace public, c'est-à-dire que tout part de la rue et ramène à la rue, y compris les entrées des logements, et qu'il n'y a pas de passage intermédiaire par une dalle qui redonne sur des entrées. Donc, ici, par exemple, ces plans déterminent ici toutes les entrées des immeubles de logement, donc, ou des immeubles de bureaux, etc. Ensuite, des fonctions de rez-de-chaussée qu'on peut être éducatives, etc., comme j'expliquais. Et la superposition des deux, donc c'est-à-dire que tous les cœurs en fait de ce dispositif très épais pouvaient devenir donc des espaces publics extrêmement intéressants, donc des jardins couverts, des espaces de sport, des centres commerciaux, alors que les couronnes, elles, étaient beaucoup plus d'ordre public. Et donc comme ça, de pouvoir superposer des couches de construction et des couches d'habitation au service de cette mixité des choses. Alors ça pouvait donner comme ça des coupes qui ne déterminent pas une théorie, mais des principes possibles de superposition, et donc ça peut même être des superpositions d'architecture sans aucun problème. Alors la dernière partie si c'est pas trop long, je peux continuer là? Oui. La dernière partie, donc c'est une partie qui est assez importante pour nous et sur laquelle on travaille assez dur, qui est cette question de la transformation. Parce que si on parle évidemment sur une coupe comme ça, par exemple, de ce que peut être une idée de la mixité, de la densité en ville, eh bien, il est clair qu'on ne part jamais dans des terrains vierges. On n'a plus du tout dans les villes des terrains où on est suffisamment d'hectares pour se dire on fait un quartier entier, et qu'au contraire c'est même plus intéressant de ne pas considérer qu'on doit toujours faire la table rase pour recommencer, mais qu'au contraire des dispositifs comme ça peuvent aussi venir s'installer en superposition de systèmes déjà existants. Alors ça nous amène à cette question de la transformation à travers cette étude qu'on avait fait à partir de 2004 et qu'on a appelée PLUS, et qui est une étude qu'on a vraiment eu envie de faire au moment où l'État a engagé cette politique de déconstruction des cités et des ensembles de logements des années 60, faisant suite donc au constat d'échec que finalement ces villes, ces quartiers sont des quartiers où on vit très mal, ce qui est vrai, où toutes les politiques qui se sont succédées n'ont pas réussi à renverser le phénomène, et qu'aujourd'hui sont devenus des quartiers extrêmement difficiles. Et donc la décision de déconstruction, pour ne pas dire démolition, parce que c'est un mot très, très dur, elle nous a paru très vite très injuste, quoi, et en même temps une sorte de gâchis qu'on pouvait très bien enrayer, ou qu'on pouvait très bien réfléchir autrement. Alors c'est vrai qu'on pourrait s'étendre sur ces quartiers qui au départ étaient fondés sur des utopies, en fait, donner finalement des habitations de qualité à tout le monde, sur des nouveaux quartiers où on prévoyait finalement qu'une vie collective nouvelle allait pouvoir s'installer, mais finalement ça ne s'est pas fait parce que on est resté dans un zoning de résidence que ces quartiers souvent sauf quand ils étaient dans des situations plus particulières, mais la plupart du temps, eh bien, une fois que les logements ont été construits, quelques équipements, il n'y a pas eu de continuité, on n'a pas continué à faire la ville, on n'a pas continué à développer le transport comme ailleurs, on n'a pas continué à créer de l'activité. Et petit à petit, les gens qui habitaient ces quartiers, qui au départ y croyaient, eh bien, ceux qui avaient les moyens d'en partir sont partis, et ceux qui sont restés, c'est ceux qui n'avaient plus les possibilités d'aller ailleurs. Alors ce constat, évidemment, on ne peut pas le nier, c'est totalement vrai, sauf que c'est assez injuste de dire que ce sont les bâtiments et les logements qui sont quand même les seuls responsables de cet échec.
même si effectivement les bâtiments ne donnent plus satisfaction et qu'il y a du travail à faire là-dessus. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire et qu'en tout cas c'était important d'analyser les alternatives possibles, ne serait-ce que économiquement. Parce qu'à l'époque, en 2005, quand l'ANRU a sorti ses premières études, les chiffres qui étaient donnés et qui se vérifient aujourd'hui avec les opérations qui ont été faites, en gros, c'est que la déconstruction, la démolition d'un logement et sa reconstruction coûtaient environ 150 000 à 180 000 euros. Donc, ce n'est pas seulement les coûts de construction et démolition, c'est aussi tous les coûts déménagement, indemnisation des bailleurs et tout ça. Et que, malgré tout, avec cette grosse dépense, eh bien, c'est 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on démolit un et on reconstruit un. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas à construire plus, et alors qu'en même temps, les études qui sortent ici ou là, alors qu'elles émanent des associations d'aide aux familles ou même de l'État, montrent qu'on a un déficit de logement extrêmement important et qui crée vraiment des problèmes très difficiles dans les villes, de logement toutes catégories, c'est-à-dire les familles, mais aussi les jeunes, les personnes âgées, donc on n'arrive pas à prendre de l'avance. Donc ça nous a vraiment questionné de se dire c'est pas possible d'admettre que la démolition est la seule issue possible, et donc on a commencé à travailler sur un certain nombre de sites qui étaient promis à la démolition. Donc pour ça, on avait commencé à travailler de notre côté, et puis c'était quand même très dur d'arriver à trouver le temps et les moyens de le faire. Et finalement, on a eu un support du ministère de la Culture pour un support financier qui nous a permis d'aboutir vraiment ce travail. Donc ces exemples, ils ont été choisis, d'une part parce qu'on était dans les plans en rue de démolition, et d'autre part parce qu'ils représentaient des situations constructives très différentes, puisque dans l'époque de construction 60-70, il y a eu une succession comme ça de procédés de construction du moins industriel au plus industriel. Et donc c'était intéressant de voir ce qu'on pouvait tirer des bâtiments existants pour très fortement les améliorer. Parce que la question, elle est là, c'est qu'il faut très fortement les améliorer. Alors, tout de suite, on a regardé pourquoi finalement ces bâtiments ne donnaient plus satisfaction, alors que dans d'autres quartiers, par d'autres architectes qui, à un moment donné, comme Pouillon ici, qui a pris un peu plus de soin peut-être à travailler sur ces immeubles, et bien ces immeubles-là, par exemple à Boulogne-Billancourt, construits aussi sur des mêmes principes d'industrialisation, qui étaient du logement non pas social, mais en même temps du logement standard, et bien aujourd'hui ces immeubles ont une valeur assez forte. Il y a très peu de taux de vacances, les gens qui habitent là ne veulent pas partir, et évidemment il n'est absolument pas question de les démolir. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que d'un côté, à période égale, à système de construction égal, finalement d'un côté c'est un échec, il faut casser, et de l'autre côté ça marche? Et donc on a pu voir que, outre évidemment la situation, eh bien, il y avait aussi quand même des choses qui étaient vraiment liées à la qualité de l'architecture. Par exemple, un hall d'entrée qui est autre chose qu'un couloir avec une batterie de boîtes aux lettres. Les logements qui déjà d'emblée étaient des logements très spacieux avec des belles baies vitrées qui donnaient sur des balcons, donc qui permettaient aussi de profiter des hauteurs, des vues, de l'absence de vis-à-vis. Alors que très souvent, dans les immeubles qu'on a étudiés, parce qu'ils avaient été peut-être construits trop vite, parce qu'on a travaillé à des échelles, des grandes échelles, et qu'à l'époque, on parlait de 5000 logements, comme aujourd'hui, on fait des opérations de 100 logements. Et donc, finalement, le travail sur l'habitation elle-même, le travail sur la petite unité, il n'a pas existé. Et que on se retrouve avec des logements comme ça qui ont des potentiels géographiques ou des capacités intéressantes mais qui ne sont pas exploités. Et donc on s'est dit que peut-être tout simplement, aujourd'hui, on pouvait continuer ce travail, on pouvait non pas démolir, mais prendre ce qu'il y avait de bon, c'est-à-dire les structures,
qui sont solides, il n'y a souvent aucun problème de tenue, de stabilité, et de compléter et d'ajouter ce qui avait manqué. Donc ça commence par le logement, parce que pour nous c'est très important de se dire que il faut souvent et toujours commencer par le dedans, c'est-à-dire construire l'architecture par l'intérieur et non pas par l'objet final, et que c'est une garantie aussi de réfléchir à l'espace, de réfléchir à ses qualités, au plaisir d'habiter. Et on s'est dit que peut-être si on arrivait à faire des ouvertures, à créer des balcons, bien on arriverait à créer ces qualités qui manquent aujourd'hui pour le logement. Et après, une fois qu'on avait réglé cette question du logement, eh bien, on passait au commun. Qu'est-ce qui ne va pas dans les communs? La congestion des couloirs, le manque trop d'appartements sur le même escalier ou sur le même ascenseur. Donc, comme ça, point par point, de façon assez généreuse et en même temps pragmatique, de ramener toutes ces qualités qui n'avaient pas pu se faire à ce moment-là. Donc, ça a donné lieu comme ça à ce travail. Donc, soit on peut ajouter, si on peut, un jardin d'hiver, un balcon. Le jardin d'hiver va aussi nous amener ces gains thermiques qu'on peut avoir avec une double isolation très épaisse. Et donc, un jardin d'hiver, eh bien, ça aura cette valeur. Donc, il va, en même temps qu'on ajoute de l'espace, eh bien, on améliore la capacité, la performance thermique. Donc on a travaillé sur ces exemples et de se dire que partout où c'est possible, on pouvait faire ce travail. Beaucoup de générations d'immeubles sont constituées avec des porteurs intérieurs, avec des façades démontables, donc on peut faire ce travail-là d'extension. Souvent d'ailleurs, de toute façon, c'est un travail indispensable puisque les revêtements sont souvent de l'amiante, donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faut l'enlever. Et donc le remplacer, ça veut dire qu'au lieu de le remplacer par simplement une paroi, eh bien, on peut le remplacer par un espace et on gagne de la qualité et des performances. Travailler aussi dans les premiers niveaux et se dire qu'on pouvait réintroduire des activités qui créent aussi de la convivialité et de la vie collective, des activités dans les premiers niveaux ou des espaces collectifs, parce que dans ces immeubles, très souvent, on a 100, 150, 200 logements. 200 logements, c'est 800 personnes, donc c'est quand même déjà... il y a matière à faire des espaces collectifs qui peuvent être gérés par les associations d'habitants. On s'aperçoit que en fait, il y a un certain nombre de cas très difficiles, mais la grosse majorité de la population est capable de s'organiser et l'est déjà d'ailleurs pour le soutien scolaire, pour un certain nombre de choses, et qu'on peut s'appuyer aussi sur ces choses-là. Alors ce qu'on a pu voir à travers ces 4 sites qu'on avait étudiés, ça c'était aussi le principe d'utiliser les toitures, parce qu'on a souvent des toitures terrasses qui ont, là encore, on a des planchers béton, des étanchéités, donc on peut aussi y faire quelque chose de l'ordre du collectif, du jardin collectif. Alors ce qui était assez intéressant, c'était de comparer aussi économiquement, donc en faisant tous ces travaux de reconfiguration, d'extension, de travailler les communs, les ascenseurs, comment on arrivait à gérer l'équivalent d'un budget finalement de 150 000 €. Et finalement, on a pu voir que dans ces exemples, dans le pire des cas, c'est-à-dire quand on avait vraiment beaucoup de murs porteurs, qu'on était obligé on avait moins d'aisance en fait pour reconfigurer le logement, eh bien, avec 150 000 €, on arrivait à transformer 2 logements de manière vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire pour les porter à un niveau qui est presque supérieur à celui du neuf aujourd'hui, et que dans la majorité des cas, avec 50 000 €, on arrivait à faire une transformation vraiment très très bonne, y compris d'ailleurs la mise à jour technique des installations d'électricité et de chauffage. Alors ça, c'est un des exemples qu'on avait étudiés, donc à Trignac, c'est la banlieue de Saint-Nazaire, c'est là une petite ville à côté de Saint-Nazaire, avec ces 2 tours tripodes qui sont aujourd'hui vraiment
qui d'ailleurs la demande de démolition a été déposée par le maire auprès de l'ANRU, elle n'a pas été acceptée, mais c'est vraiment un casse-tête pour le bailleur social et pour la mairie, parce que personne ne veut venir habiter dans ces logements. Tous les gens qui y habitent, eh bien, ils n'ont qu'un désir, c'est de partir pour venir s'installer autour dans une maison. Alors, les immeubles, tout à l'heure quand je parlais de cette couche qui avait été ajoutée, cette couche technique, eh bien, il y a déjà eu une couche qui a été ajoutée il y a 20 ans, où on a isolé par l'extérieur et on a fait ces façades décoratives, donc avec de l'amiante, des panneaux d'amiante. Donc aujourd'hui, il faut enlever tout ça. Et à l'époque, comme il fallait isoler, eh bien, tout a été réduit, supprimé, les fenêtres sont toutes petites et les logements à l'intérieur sont vraiment très désagréables. Et par ailleurs, il y avait un problème majeur au cœur des 3 branches, c'est qu'en fait, l'ascenseur ne s'arrête que tous les 3 étages. Et dans un espace ouvert, donc très inconfortable, balayé par le vent, et donc il fallait monter ou descendre. Donc on a regardé ce qu'on pouvait faire sur ces immeubles-là. Donc il est évident que la question du confort de l'ascenseur était une des priorités, donc faire en sorte que changer les ascenseurs pour qu'ils s'arrêtent à tous les étages, fermer le centre pour que ça devienne un espace commun de bonne qualité. Et après, en fait, le travail sur les logements était un peu plus difficile parce qu'on avait les longues façades qui sont porteuses. Et donc là, on avait seulement la possibilité de porte-fenêtre qui existait à l'origine. Parce que si on veut vraiment se situer dans une économie intéressante, il ne faut surtout pas toucher à la structure des immeubles. Parce que dès qu'on commence à percer un mur, reconfigurer, on ne sait pas trop où on va parce qu'on n'a plus les plans, on n'a plus... Et donc l'intérêt, c'est pour ça que l'addition est intéressante, c'est-à-dire qu'elle permet de garder l'existant, y compris avec ses lacunes. Donc ici, on n'avait pas trop de possibilités de gérer des extensions sur les grandes façades. Donc ce qu'on a proposé, c'était de dire on a 3 logements par branche, eh bien on va faire 2 logements avec les 3. Et on fera une extension seulement sur le grand côté, parce que là, on est dans des façades rideaux et que l'on peut les déposer facilement. Et comme on a beaucoup de terrain autour qui appartient aux propriétaires, au bailleur social, eh bien les 30% de logements qu'on va enlever dans les immeubles, on va les reconstruire autour de manière à recréer un tissu qui va s'instituer un peu en intermédiaire entre les maisons et les tours, et surtout les réintégrer dans un système où les tours vont disparaître dans une base plus urbaine, et donc elles seront beaucoup moins stigmatisées parce qu'on ne les verra plus que de très loin. Alors ça, c'est les tours existantes, donc avec ces façades panneaux isolants. Et donc ça, c'est ce que ce travail finalement, partant de l'intérieur, améliorer le logement, créer des balcons, eh bien finalement, ça crée la même chose qu'une démolition-reconstruction parce que ça transforme radicalement l'immeuble lui-même. Et très souvent, c'est quand même des projets qu'on peut faire en situation occupée, c'est-à-dire que dans la mesure où on ne fait pas de travaux lourds à l'intérieur, que toutes les extensions peuvent se faire par des procédés légers, des plugs additionnés, eh bien, on peut arriver à gérer une méthodologie de chantier assez douce. Alors ça, évidemment, c'était des exemples d'études donc, qui n'ont aucune chance de se réaliser, mais on a 2 exemples qui sont 2 projets qui sont aujourd'hui en cours et qui sont en bonne voie quand même d'aboutir, donc 4 ans après ce travail. Donc là, on est à Paris, la tour Bois-le-Prêtre. Donc là, c'est une construction, c'est un ensemble d'immeubles qui avait été fait par Raymond Lopez, donc qui à l'origine était une assez belle architecture, dont un certain nombre d'exemples restent encore à Berlin. D'ailleurs, ils sont classés à Berlin. Et là, en fait, ces bâtiments étaient construits il y avait vraiment beaucoup qui étaient construits sur le bord du périphérique côté Paris, donc... Et ils avaient été construits donc, à un moment donné pour reloger les rapatriés d'Algérie. Alors,
évidemment, construit dans les années 70, les façades n'étaient pas isolées. Donc, ce qui a été fait dans les années 80, c'est vraiment une réhabilitation technique qui a seulement visé à réhabiller l'immeuble, donc avec cette peau d'éternite et un isolant, et donc les fenêtres, toutes les loggias ont été fermées, les fenêtres, la taille des fenêtres a été réduite, mais par ailleurs, aucune autre amélioration n'a été portée. Au contraire, le rez-de-chaussée sous pilotis a été fermé et avec des grilles comme ça. Donc tout a été, disons, resserré. Et alors que quand on visite les appartements, en fait, on s'aperçoit que les gens se sont fait des intérieurs qui, eux, pour le coup, donnent une idée quand même qui sont attachés à leur logement. Et dans cet immeuble, les gens n'avaient pas envie de partir. Et leur crainte, en réalité, quand on a travaillé sur le concours, c'était de dire nous, on est bien là, on n'a pas envie de partir, et est-ce que vous pensez qu'il y a des projets possibles où on peut garder notre intérieur tel qu'il est? Et à peu près 50% des gens tenaient ce discours de dire moi, j'aime bien mon appartement, j'ai envie qu'il soit mieux, mais en même temps, j'aimerais bien aussi qu'il puisse pouvoir rester à ma place. Donc après, il y a évidemment toutes les formes délirantes, mais en même temps, c'est comme ça. Et en même temps, quand on visite tout ça, c'est même assez touchant de voir comment les gens arrivent à se faire leur univers. Et ça donne envie d'être extrêmement respectueux, en fait, avec ce qu'on y voit, et de se dire, au fond, ça peut cohabiter avec quelque chose qu'on additionne et qui sera évidemment très, très différent de ça. Mais là, par exemple, cette photo, je pense qu'elle montre bien cette idée de la congestion, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut arriver à une situation comme ça, quoi. C'est d'arriver à percher la machine à laver. C'est bien parce qu'il n'y a pas de place nulle part pour mettre sa machine à laver dans le logement. Mais en même temps, quand on regarde, c'est extrêmement bien fait. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire, quoi. Il y a une invention, on peut dire qu'il y a une invention. Et quand on s'approche des fenêtres, on s'aperçoit qu'il y a un panorama fantastique. On est à Paris, et puis voilà, il y a finalement, alors que quand on est dedans, on ne voit rien. Alors le projet qu'on avait proposé dans la phase du concours, c'était de poser un certain nombre de principes, par exemple de dire si les 96 familles qui habitent là souhaitent rester, il faut trouver une forme de projet qui permette de travailler en site occupé. Donc ça veut dire, premièrement, éviter toute forme de reconfiguration lourde de l'intérieur et de procéder par addition. Donc d'abord d'arriver à débarrasser l'immeuble de sa peau, et en débarrassant de cette peau donc avec double couche d'amiante, c'est-à-dire la couche 70 et la couche 85, et de faire donc deux additions, donc autant que la surface du terrain nous le permettait. Donc des additions qui étaient de deux natures. Donc quand on était sur les longs côtés, donc du côté des façades des logements, donc c'était une addition de jardins d'hiver et de balcons de 3 mètres, donc de chaque côté. Et quand on était sur les petits côtés, donc là ce sont des additions chauffées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être rattachées au logement pour créer des nouvelles typologies comme les 4 pièces, les T4, qui n'existaient pas dans la tour. Ensuite, le deuxième travail, une fois qu'on avait travaillé sur les logements, c'était de dire on a 2 petits ascenseurs poussifs pour 96 logements. Donc souvent, on attend l'ascenseur. Donc il faut ajouter des ascenseurs. Donc on ajoute 2 ascenseurs à chaque bout qui vont nous permettre de desservir donc les appartements des extrémités, parce que l'immeuble en plus a des planchers décalés donc entre le milieu et l'extérieur. Donc ça veut dire qu'à l'arrivée, on aura un ascenseur pour 2 logements par étage, donc ce qui va améliorer quand même la desserte des ascenseurs. Et après, donc le dernier travail, c'était sur, une fois qu'on arrivait en bas,
de retrouver des qualités de hall qui soient beaucoup plus agréables, donc de retrouver un hall traversant de plein pied et d'aménager donc dans les 4 pièces d'angle de l'immeuble, d'aménager des espaces pour les associations de l'immeuble, donc sachant que les locataires sont organisés en associations et que donc évidemment après ils ont été intégrés dans tout un processus assez long de concertation. Donc là c'est donc les extensions, donc où on vient chercher au maximum là où le terrain les réglementations nous permettaient. Donc là on aurait pu ajouter encore un peu, mais finalement on aurait pu ajouter des logements, mais le choix du maître d'ouvrage donc a été de ne pas le faire. Et donc on voit ici que là on est dans la situation existante de 8 logements par étage, 4 2 pièces au milieu et 4 3 pièces en extérieur. Donc avec des 3 pièces quand même plutôt très petits, 55 mètres carrés, et surtout des séjours de 16 mètres carrés donc dans les 3 pièces. Donc ce qu'on a proposé, c'était pour les 3 pièces, les 2 pièces étaient relativement correctes, donc l'extension déjà leur amenait quelque chose. Et pour les 3 pièces, donc on a proposé, donc si on pouvait ajouter une petite extension, donc ça reste un T3, mais il est requalifié donc avec une surface plus grande, mais il reste en typologie 3. Ça veut dire que pour le loyer, on reste dans des niveaux de loyer similaires. Et quand on avait la possibilité d'agrandir un peu plus, on pouvait passer du T3 au T4. Et donc après, on voit ici les 2 nouveaux ascenseurs et au centre, les 2 ascenseurs existants remplacés. Et donc après, le travail était vraiment de se demander, une fois que ce projet était accepté, comment on pouvait vraiment travailler sur un système constructif et une méthodologie de chantier qui nous permettent réellement de travailler en site occupé, c'est-à-dire par des modules fabriqués hors site qui permettent donc de faire l'extension principale. Donc c'est des modules de 7,50 m par 3 m avec la double façade, c'est-à-dire la façade vitrée, double vitrage qui viendra remplacer donc les 2 couches de façade rideau qu'on va enlever, et une façade extérieure, une double façade, donc plus légère, qui va fermer donc l'espace intermédiaire et des dispositifs aussi de rideaux, donc solaires, thermiques, etc. Et le principe du module était assez intéressant parce que, en fait, il n'est pas supporté par la construction existante. On est dans des systèmes d'empilement qui nous permettent au fur et à mesure de démonter les façades, donc plus ou moins par tranche de 3 ou 4 logements, et finalement pratiquement d'arriver à construire des colonnes comme ça, en gros avec un rythme de construction de 5 à 6 modules par jour, et donc sur une hauteur de 15 étages, au bout d'une dizaine de jours, on est capable pratiquement de restituer l'ouverture. Donc sachant que dans l'immeuble, on aura 5 ou 6 logements vides, de manière à pouvoir faire un peu des logements au cas où on soit obligé de rester ouvert une journée ou 2, mais il n'y aura pas de déménagement, sauf dans le cadre des échanges entre logements, c'est-à-dire des familles qui iraient d'un logement plus grand vers un plus petit ou le contraire. Donc on voit ici la coupe avec ce système qui vient simplement se rattacher mécaniquement, donc pour la question de la prise au vent, mais absolument pas sur les fondations et sur la structure de l'immeuble existant. Et donc la simulation de ce que peut donner cette extension en avant donc, de ce système existant. Donc les doubles façades, elles sont assez intéressantes et pour des raisons thermiques, mais aussi pour des raisons acoustiques. Et donc cette combinaison de double façade, de rideaux, etc., avec des fonctionnements, soit l'une ouverte, soit les 2 ouvertes, soit les 2 fermées, permettent de gérer parfaitement des situations climatiques différentes. Donc moyennant quoi, on a exclu tout système trop complexe. Il y a un remplacement des chaufferies, mais on a évité tout dispositif très technologique qui s'additionnerait à ça. Bon, donc là, on est dans les schémas de... Et donc quelques images, par exemple là, c'est un des logements. Donc ici, on pouvait voir
l'existant d'origine, donc avec la façade, la loggia, et finalement la paroi isolée qui a été mise en avant de la loggia, et donc sans que l'autre soit déposé, avec cet espace qui n'a jamais été utilisé par les habitants parce qu'il est trop étroit, et donc du coup une réduction aussi de la lumière à l'intérieur. Donc on peut remplacer ça, et là encore c'est du montage parce que finalement on est dans un système structurel voile porteur et plancher, et que donc on vient vraiment se caler dans les hauteurs existantes, et donc là encore là, une transformation qui se fait donc par cette addition des espaces intérieurs. Donc cette question de l'addition est là encore très intéressante. Alors aujourd'hui, on essaie de sortir ça et d'arriver à démarrer en chantier. On n'est pas très loin. Je pense que ce à quoi on se heurte, c'est que en fait, c'est vraiment un problème pour le coup, non plus de projet, mais d'organisation d'entreprise, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage ayant l'habitude de travailler en entreprise générale, et nous arrivant avec un système où 50% du chantier c'est du métallique, eh bien c'est très difficile d'arriver à le sortir donc, dans ces conditions, sachant que les modules béton, on les a étudiés et que ça ne peut absolument pas marcher sur des configurations comme ça, parce que là où le module métallique, on fonctionne sur à peu près 5-6 tonnes, le module béton fait 24 tonnes, donc les systèmes de levage sont même dangereux. Et donc voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on essaie de régler, donc on s'y approche et on espère qu'on va pouvoir démarrer assez rapidement. Et le dernier, alors ça c'est quelques images d'un espèce de prototype qui a été fait, mais qui n'a rien à voir sur la manière constructive, mais qui était simplement destiné à montrer aux habitants ce que pouvait produire l'extension, ne serait-ce que parce que quand on est dans des immeubles comme ça, les locataires doivent voter pour que le maître d'ouvrage, enfin en faveur ou pas du projet, pour que le maître d'ouvrage puisse engager l'opération, puisque c'est un office HLM. Et donc on a construit ce module au droit d'un logement. Donc là, effectivement, on est dans cette configuration de l'extension, du remplacement donc, de cette façade par une baie vitrée et l'extension au devant, donc avec les rideaux, les doubles fenêtres, etc. Donc ça, c'est un système dont on est en train de travailler sur une forme d'industrialisation. Alors qui dit industrialisation, elle est en fait surtout d'arriver à regrouper un certain nombre d'industriels, parce que tous les produits existent, il n'y a aucune invention de produit, les profils métalliques, les planchers, c'est simplement d'arriver à faire un groupe d'industriels qui, à un moment donné, peut mettre en commun la construction de... Bon, sur la tour du Bois-le-Prêtre, on en a 150, donc ça commence déjà à faire une petite série qui permet d'envisager ce travail-là. Et le dernier projet, donc ça c'est toujours la tour Bois-le-Prêtre, dans sa version qu'on espère finale. Et le dernier projet, donc c'est un petit peu différent, mais on est quand même toujours dans... Là on est à Saint-Nazaire, et donc ça fait partie aussi des séries de projets sur lesquels on avait travaillé avec le même maître d'ouvrage. Donc là on est dans une configuration vraiment beaucoup plus courante que celle du Bois-le-Prêtre, c'est-à-dire une cité construite dans les années 70 avec une assez faible densité au sol, c'est-à-dire en gros l'impact des bâtiments c'est moins de 10%, et en même temps dans les blocs, alors que ce soit des petites tours comme ça de 10 étages, de 15 étages ou les bars, un sentiment des habitants qui sont vraiment congestionnés, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une très grosse densité, alors que par ailleurs il y a un terrain énorme à côté, mais qui est assez peu utilisé, qui n'est pas toujours non plus d'une très grande qualité. Bon, ici il y a un jardin au milieu qui n'est pas trop mal, mais tous les pourtours ne sont pas très intéressants. Donc alors le maître d'ouvrage nous demandait de travailler sur cet immeuble ici, qui marche encore moins bien que les autres, c'est-à-dire que là, il avait sur 40 logements, il y en a à peu près 15 de vides, il n'arrive pas à les relouer, et donc il nous demandait de travailler sur cette question-là, sachant qu'il avait un budget de rénovation de 40 000 € par logement,
et que globalement, ces 40 000 €, il les a eus au prix d'accepter la démolition de ces 4 tours, parce que dans le système de l'ANRU, donc c'est soit démolition, reconstruction 1 pour 1, donc avec 150 000 €, soit c'est de la rénovation classique d'immeubles à 10-15 000 € qui permet donc en général de refaire surtout les intérieurs, les installations électriques, etc. Donc 40 000, c'était assez intéressant parce que ça permet de basculer dans un système beaucoup plus ambitieux. Donc le bloc de logement, il est... Enfin, là, c'était en plus un préfabricant de la région qui avait fait ça. Donc, il y en a une quantité de petits blocs comme ça assez énorme à Saint-Nazaire. Donc, on a 4 logements sur un étage avec escalier, palier, donc effectivement un espace commun assez congestionné, et des logements qui sont pas les pires du marché, mais un petit peu petits, mais enfin bon. Je crois que c'était surtout la localisation de la tour en fait, qui en fait fonctionnait plutôt mal. Un système constructif donc très difficile à manipuler, donc des tunnels béton, donc avec pratiquement aucune possibilité de faire des trous, de quoi que ce soit. Et donc tout ce qui est en noir, c'est totalement intouchable. Ce qui est en rouge est non porteur, mais c'est néanmoins du béton. Et par contre, la seule possibilité de démontage possible, c'était les portes-fenêtres donc, qui sont en bleu. Alors là encore, si on s'intéresse en premier au logement lui-même et se dire mais comment déjà dans le logement, qu'est-ce qui ne convient pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer, là d'emblée, le principal problème qui était signalé, c'était la salle de bain. La salle de bain qui fait 2,90 m², je crois. Donc une fois qu'il y a le lavabo, la petite baignoire, absolument aucune autre possibilité. Et bon, un séjour un petit peu petit, mais enfin, ce n'était pas ce que les habitants reprochaient le plus. Donc la proposition qu'on a faite, c'était de dire la salle de bain, on va la passer dans la petite chambre de 9 m². Donc ici, elle va gagner un espace beaucoup plus confortable, elle va gagner une fenêtre, donc on pourra se mettre en ventilation naturelle, en éclairage. Et la chambre qu'on supprime ici, parce que sinon on ne peut pas déclasser quand même toutes les typologies, eh bien, on va faire une addition latérale, où on va retrouver une chambre beaucoup plus confortable, qui au passage nous permettra de se mettre à une chambre aux dimensions accès handicapé. Et cette chambre, eh bien, elle sera rattachée à l'existant par une plateforme, donc terrasse, jardin d'hiver et balcon. Et donc ça nous donne une nouvelle configuration, comme ça un peu théorique, de ce nouveau logement qui au passage aura gagné 33 m² de surface d'usage, puisqu'on peut bien considérer qu'un jardin d'hiver, c'est une surface d'usage, même si elle n'est pas comptée dans la surface habitable. Alors sachant que là, comme sur le Bois-le-Prêtre aussi, il y a eu aussi des discussions en amont avec le maître d'ouvrage pour évidemment régler cette question des loyers, c'est-à-dire d'être sûr qu'une fois pour toutes que si on augmente la surface du logement, le loyer ne va pas augmenter en conséquence, dans la mesure où effectivement l'augmentation de la surface, elle est totalement financée par une rénovation et que ça ne dépasse pas le coût initial. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez bien bordé et que finalement le maître d'ouvrage s'est engagé, comme il l'avait fait d'ailleurs à Mulhouse, à louer en fonction du type. C'est-à-dire un type 3, si on le fait dans le budget du type 3, eh bien, il sera loué en type 3. Donc ça paraît être un peu en dehors du projet, mais ce sont des préalables totalement indispensables. Sinon, le projet passe à côté de ces cibles. Alors après, donc, on rapporte ça sur tous les 4 logements, et finalement, on arrive à reconfigurer l'immeuble. Mais c'était en même temps, il y avait une deuxième réflexion aussi qui petit à petit faisait jour, c'était de se dire, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà simplement de cette question de l'extension et de se dire que puisqu'on a beaucoup de terrain autour et qu'on est dans un quartier qui est très près du centre-ville, où on a déjà tous les réseaux de bus, des équipements et tout ça, est-ce que finalement on ne peut pas envisager aussi un début de densification du sol
mais qui va amener aussi de la qualité, c'est-à-dire que c'est aussi de commencer à réfléchir sur le rapport densité-qualité, c'est-à-dire que la densité pourrait amener plus d'espace individuel, alors qu'aujourd'hui la densité est perçue comme au contraire une restriction de l'individuel. Et là donc finalement le terrain, se disait, il nous permet de venir ajouter de nouveaux immeubles qu'on va venir greffer, qui vont nous permettre donc d'intégrer les extensions, de créer des nouveaux logements, c'est-à-dire en gros sur un terrain qui foncièrement n'est pas acheté puisqu'il appartient déjà aux propriétaires. Et économiquement, ça va nous faire une masse d'argent aussi qui va nous permettre de mieux gérer tout ça et donc de créer aussi de nouveaux halls d'entrée, donc avec des circulations verticales qui permettraient aussi de décongestionner un peu l'entrée existante. Alors ça, c'était un schéma, mais très vite, on s'est aperçu que venir coller comme ça, eh bien, on perdait aussi tout le bénéfice des fenêtres et que ça nous amenait finalement à perdre un peu de place. Donc, on a essayé de confronter cette logique d'addition avec la forme du terrain et finalement, les additions, elles viennent se réorienter, donc en plus avec des meilleures orientations et au passage attraper les extensions avec donc un nouvel immeuble à la fin qui va comprendre 80 logements, donc 40 remis à une nouvelle qualité et 40 nouveaux et 3 cages d'escalier, donc avec un des logements ici qui va basculer en fonctionnement sur la cage d'escalier existante. Donc c'est aussi une qualité supplémentaire à donner. Et donc voilà le principe d'extension qui vient s'appliquer et qui commence d'ailleurs aussi à se dire eh bien, on peut aussi continuer le système et essayer de rattraper comme ça les logements, de leur donner au moins de supprimer les pignons aveugles et tout ça, quoi. Et cet immeuble donc se trouve totalement phagocyté, réintégré, réintroduit dans un ensemble totalement neuf, donc avec 40 000 € par logement pour l'existant et pour le nouveau, donc les prix du logement neuf que le maître d'ouvrage met habituellement là-dessus. Et donc ce travail-là, où là on est pratiquement prêt à partir en chantier, il était évident avec ce maître d'ouvrage et la ville de Saint-Nazaire que c'était une sorte de réflexion, d'anticipation par rapport à ce que pourrait être la transformation du quartier lui-même. Et on voit que finalement, sans endommager par exemple la qualité d'un bel espace vert central qui pourrait être conforté, on a quand même une capacité de rajouter pratiquement 250 logements et sans pour autant réduire en quoi que ce soit la qualité de ceux qui habitent déjà là et aussi d'une certaine manière d'amener des nouveaux habitants dans ce quartier. Donc c'est des projets qui sont très potentiels et où finalement chaque projet introduit une bifurcation, une nouvelle voie dans cette question de la transformation. Mais au fond, la transformation, c'est aussi cette idée d'ajouter, de donner plus et de considérer que ce plus est aujourd'hui une sorte de luxe nécessaire pour vraiment retrouver une vie urbaine qui concerne quand même la majorité des habitants, mais qui soit d'une très grande qualité. Voilà, je vous remercie beaucoup.